Bienvenue à cette assistance. Dans le cadre de la 18e édition du cycle de conférences Le Jeudi de l'Architecture, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir pour la deuxième fois un grand architecte marocain, Rachid Andalussi, qui a marqué le paysage marocain, qui marque toujours le paysage en termes d'architecture et projet, par des réalisations exceptionnelles telles que des équipements phares ou des opérations de logement. Il est aussi un grand militant du patrimoine. Il préside l'association Casa Mémoire et il veille actuellement à l'inscription de son architecture sur la liste du patrimoine mondial et on souhaite beaucoup de chance et de réussite pour ce dossier. Ensuite, je voulais quand même remercier au nom de l'école et au nom de l'université d'avoir accepté d'encadrer un certain nombre de nos étudiants audacieux qui ont participé à un concours international, sachant qu'ils sont en deuxième année. Ils étaient en pleine période d'examen. Bon, on n'était pas très d'accord, mais on voulait qu'ils vivent cette expérience. Et c'est un concours, le concours Bamien, un concours international organisé principalement par l'UNESCO. Je voudrais quand même souligner qu'il y avait 5000 candidats. Et il y a eu 1068 qui ont pu déposer jusqu'à la fin. Et ils étaient quand même classés 17e. Et ça, je pense, grâce à l'encadrement, leur dévouement et à l'encadrement d'un grand architecte. Donc, je les félicite pour cet engagement. J'espère que c'est juste une entrée pour d'autres concours et d'autres participations. Donc maintenant, on va écouter d'abord M. Andalussi. Ensuite, on passera à la présentation de nos futurs architectes. Merci, M. Andalussi. Merci, Liliane. Je voudrais aussi exprimer tout mon bonheur d'être là encore une fois avec vous. Donc, je remercie l'Université internationale de Rabat et les organisateurs de ces conférences, de ce cycle de conférences, de me permettre encore une fois de vous rencontrer. Et c'est toujours avec un réel plaisir. Merci pour Casablanca, pour tout ce que vous lui souhaitez, pour pouvoir réussir son challenge, à pouvoir être inscrite au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et sûrement qu'on va le réussir avec les efforts des uns et des autres et avec tout le monde. Un autre plaisir, encore une fois, c'est, je viens d'apprendre que le groupe d'étudiants que j'ai eu le plaisir et l'immense honneur aussi de présider parce qu'ils m'ont choisi pour les encadrer et qu'on était 17e, c'est une grande performance magnifique pour des étudiants de deuxième année sur 1500 dossiers. 5000 candidats, 1500 1060, c'est pas rien, 1060, être 17e, c'est-à-dire que je considère que c'est une réussite. Je vous disais toujours que pour moi c'était important de pouvoir participer et qu'on allait participer par jeu, par plaisir, et non, le plaisir se transforme en réussite et je vous félicite encore une fois. Donc voilà, je suis là encore aujourd'hui pour pouvoir vous présenter quelques projets. Et quand Imen m'a contacté, effectivement, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais présenter? Et là, j'ai fait une compilation d'un certain nombre de projets que j'ai jamais présentés. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait quand même qu'on puisse les montrer, puisque ça remonte déjà maintenant à plus de 15 ans. Et il est important aussi de raconter l'histoire de temps à autre par rapport à ce projet-là, par rapport à mon parcours. Parce que j'ai ouvert mon cabinet, comme vous le savez pour certains, en 1990, voilà maintenant 25 ans. Et après avoir eu mon diplôme en 84, et j'ai passé 6 ans après le diplôme à travailler en France, 2 ans et 4 ans au Maroc, dans des différents cabinets. J'ai fait un peu le tour de certains cabinets marocains. Il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet-là, mais ce serait peut-être j'aurai une autre plaisir de pouvoir vous les raconter. Mais ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est comment un petit démarrage d'architecte qui commence, militant c'est sûr,
mais qui a sûrement travaillé avec le privé. Je n'ai fait que le privé. 10 ans de privé, j'ai postulé pour avoir des projets publics tout le temps, donc je l'ai fait pour tout le monde. Donc j'ai offert mes services à différents ministères, à différents organismes. Il n'y a jamais eu de retour et je vois en 1999 arriver à un concours. Le ministère des Finances, je me suis dit, bon, le ministère des Finances, c'est un grand ministère. Bon, pourquoi ne pas tenter? J'étais pas très sûr, j'avais peur parce que j'avais participé à un certain nombre de concours que j'avais pas perdu. Oui, j'étais même une fois sur 11 dossiers, il paraît que j'étais 11e, j'ai jamais vu mon projet. J'ai réclamé à être exposé, à avoir officiellement les écrits. J'ai jamais eu d'écrit. Et pour un projet que j'avais fait à Enzgen, hein, c'était la préfecture d'Enzgen, je suis descendu et puis dans les règlements il y avait il était clairement dit qu'il allait y avoir une exposition de projet et je suis descendu à Enzgen, j'ai pris ma voiture, c'était une aventure, il n'y avait pas encore l'autoroute et j'arrive là-bas et j'ai dit montrez-moi l'expo. J'arrive, la date et l'heure qui était sur le cahier de charge ou le règlement de concours et il n'y avait pas d'expo parce qu'ils avaient perdu la clé de la salle d'exposition. Bon, on voulait la défoncer, ce n'était pas possible. Je suis reparti, j'ai très très vite compris. Et quand même avec tout ça, un peu désespéré, j'avais fait à la dernière minute le concours du ministère des Finances. Gros projet important sur un territoire quand même de 6 000 m² avec 40 000 m² couverts, 2 sous-sols et des niveaux de bureaux. Au départ, c'était le ministère lui-même qui avait un programme de 450 postes de travail. Et il fallait faire un projet, donc Hay Riyad, je ne suis pas arrivé avec les plans de situation, Hay Riyad, donc comment dirais-je, derrière la mosquée qui existe pas loin du ministère de l'Habitat. Enfin, mais tout ça, c'est peut-être assez abstrait pour vous. En tout cas, il y avait une situation réelle, géographique, plate, autour de nulle part, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment référent ou une pièce urbaine, mais c'était tout le quartier administratif de Hay Riyad qui était en devenir. Mais les axes étaient là, ils étaient bien tracés et justement, une des choses la plus importante, c'est qu'il fallait respecter certaines choses. Donc il y avait un règlement de concours auquel j'ai répondu et puis bon, j'apprends que j'ai remporté ce projet. J'étais fort heureux et le jour où je devais me présenter au ministère des Finances aussi, c'était une chose, c'était Mftallah Walalou qui était ministre et qui devait me recevoir pour me féliciter. Enfin, il commençait le travail. Je suis arrivé avec une demi-heure de retard. Donc le ministre, je l'ai trouvé les bras croisés avec tout le staff en train de m'attendre. Et puis bon, pour m'excuser, j'ai dit écoutez monsieur le ministre, c'est vraiment la preuve même que ce projet-là, il était dans c'est-à-dire ça s'est sûrement passé dans la plus grande transparence et la plus grande légalité, puisque je ne savais même pas où se trouvait le ministère des Finances. Donc j'ai mis une demi-heure pour trouver où se trouvait, enfin pour chercher et trouver le ministère des Finances. C'est la preuve même que j'avais aucun lien avec ce ministère, je peux vous le dire, et j'étais jeune, inconnu, et j'ai remporté ce concours qui consistait à avoir des bureaux, des postes de travail. Le ministère est devenu trop petit et finalement, ce n'est pas le ministère des Finances qui l'a occupé, mais la trésorerie générale, une institution qui relève du ministère des Finances. C'est la trésorerie générale du Royaume du Maroc qui était en face de la Banque du Maroc, sur le même trottoir que le Parlement. Ils ont dû déménager puisque le bâtiment de la trésorerie générale du Royaume va devenir un musée de la monnaie, donc le musée numismatique du Maroc.
quand vous le voyez, donc, déjà pour la planche, c'est une planche un peu vieille parce que j'ai tenu à ramener les plans de la planche que j'ai présentée au niveau du concours. Ce n'est pas une planche de construction ou d'exécution, c'est exactement ce que j'avais présenté dans le temps au concours. Et la trouvaille, et je pense que c'est une des choses qui a milité pour le concours, c'est d'avoir respecté, donc, mais ce que je vous conseille pas de faire justement, l'alignement. J'ai dû faire un galbe, un bâtiment que je trouvais sensuel, mais tout l'enseignement de cette architecture me venait de Casablanca avec ses beaux immeubles. Pensez à l'aérodrome de Zébako à Tétmeli, pensez à l'immeuble Liberté, 17 étages à Casablanca, et d'autres bâtiments galbés, sensuels de Casablanca, mais je voulais l'exprimer d'une manière beaucoup plus radicale, importante sur un bâtiment au niveau de son plan, qui était aussi un morceau de ce que Casablanca a pu m'enseigner comme architecture. Je me revendique justement de cette école casablancaise d'architecture avec un programme assez intéressant. Au rez-de-chaussée, comme vous pouvez le constater, vous avez à gauche le restaurant d'entreprise qui pouvait contenir 450 personnes avec tout derrière des salles de formation, donc avec deux entrées différentes, avec une entrée principale. Voilà, l'entrée principale du bâtiment A, l'autre entrée du bâtiment B, avec toute la partie réservée à la formation, puis le restaurant d'entreprise. De l'autre côté, donc on rentre, c'est un passage sous sabbat qui fait 14 mètres de portée, donc avec des dalles alvéolaires pour supporter justement cette belle traversée, et nous avons aussi de ce côté l'accueil, l'entrée et la salle de conférence avec 400 personnes, plus 2 salles de séminaire. Il y en a 4 au total, avec 2 au rez-de-chaussée et 2 autres à l'étage, avec un centre de documentation. Rapide, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais bon, on peut suivre l'instinct. Donc le bâtiment avec R plus 5, il est à noter que ce bâtiment, comme je vous le disais, était destiné à l'administration du ministère des Finances pour 400 personnes, et comme il a été investi par la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume, ils ont demandé à ce qu'ils mettent plus de 900 personnes. Tout de suite, la capacité du bâtiment a doublé sans que le bâtiment puisse doubler. Heureusement qu'au départ, on nous avait demandé de faire un bâtiment intelligent, un bâtiment évolutif, et justement, le bâtiment a pu répondre justement à ces contraintes, puisque il était finalement avec des plateaux ouverts. Ce qui avait plu, on me l'avait dit par la suite au jury, c'est que sur les murs mitoyens, et ça les architectes n'y pensent pas souvent à ce stade. Effectivement, on est en avant-projet, sommaire, esquisse peut-être aussi, mais c'est d'avoir pensé à mettre sur les murs mitoyens et latéraux la batterie de tout ce qui est technique, donc tout ce qui est un peu les veines du corps de ce bâtiment qui laisse passer l'électricité, les fluides, la plomberie, et ceci, c'est des choses auxquelles il faudrait penser tout de suite pour un bâtiment, parce qu'effectivement, des fois, il arrive de faire des réponses à des demandes au niveau aux demandes architecturales, et on oublie de passer les fluides, la climatisation, l'électricité et tous les passages des réseaux. Et quand on commence à le faire, ça change complètement la conception d'un projet. Donc il faudrait faire attention à ces aspects qui donnent finalement l'âme et la vie physique à un bâtiment. Je pense qu'il a joué pour cette proposition gagnante. Et puis après, bien sûr,
j'ai essayé d'avoir des couloirs, mais à chaque fois, au bout d'un couloir, j'avais une amie de lumière, hein, donc il y avait ce jeu de clair-obscur au niveau des couloirs sur lesquels on a joué pour mettre en valeur la lumière. Donc vous voyez ces fentes verticales, voilà, ces fentes verticales qui éclairaient et qui éclairent toujours bien sûr les couloirs avec un corps central en front office, et puis après vous avez cette partie galbée du bâtiment. L'autre astuce pour pouvoir, parce que je ne suis pas non seulement, j'avais dit que j'étais pas le règlement, j'avais enfreint au règlement, mais j'ai utilisé une astuce pour respecter l'alignement, parce qu'il était demandé de rester à l'alignement, et donc j'ai créé toute une ombrière en structure métallique qui était devant le bâtiment, qui était aussi qui avait un rôle. Donc ce n'est pas pour pouvoir faire joli, hein, c'est la fonction qui définit la beauté des choses, et c'est la fonction qui est là, qui donne l'éthique justement à un bâtiment donné ou autre. Donc la relation entre ce qui est esthétique et éthique est très étroite, et dans ce cas-là justement cette ombrière ramener de la fraîcheur, protéger le bâtiment à un certain moment de l'année au niveau du zénith du soleil, mais il y avait d'autres dispositifs puisque tout le parterre était un bassin d'eau de 40 cm d'eau. Ça permettait de choses, de donner et d'élargir la vie du bâtiment, de lui donner une vie plus large puisque ça reflétait l'image deux fois. Le bâtiment était double, donc c'est un R+5, mais comme vous le voyez, c'était un R+10 avec des bassins noirs qui permettaient une belle réflexion. Donc ça faisait des bassins miroirs pour le bâtiment avec un passage sous sa barre. Là, pour renforcer un peu le bâtiment, et puis comme on avait une longueur de 110 mètres qui était assez importante, il fallait peut-être casser par les entrées et les sorties, par l'écriture qui était presque la même, avec des brise-soleil, comme vous pouvez le constater. C'est un bâtiment qui, on aimait très bien parler de ça à son temps-là, déjà, on disait qu'il n'était pas énergivore, donc il pouvait de lui-même calmer tous les bombardements de soleil qui venaient de l'extérieur. Et justement, je n'avais pas des fenêtres énormes, je suis contre les murs rideaux, je travaille souvent avec des éléments qui puissent mettre le bâtiment à l'abri justement de tout ce qui pourrait le mettre dans des situations écologiques contrariantes. Voilà les bassins d'eau, voilà la réflexion qui se fait, et voilà aussi un peu comment j'ai traité des murs presque, je dirais pas aveugles, mais qui arrosent en lumière, mais en parcimonie sur l'entrée et l'accueil du bâtiment, avec toute une partie vitrée qui ne reçoit pas le soleil, très protégée, mais très ouverte pour permettre une belle lumière. L'ombrière et sa réflexion sur le bassin, donc qui la double et qui élargit, comme je dis, la vie de ce bâtiment, avec un bâtiment qui respecte les ordres architecturaux, avec un sous-bassement, une base, un corps et un chapiteau. Donc voilà, on est vraiment dans l'ordre architectural. Voilà un peu, effectivement, ces brises-soleil, ils ne sont pas très présentes, présents, pardon, donc voilà maintenant comment on les perçoit lorsqu'on est sous le bâtiment avec ce galbe que je trouve assez intéressant. Après 25 ans, ce bâtiment vit toujours, il est très bien, il a sûrement des faiblesses que je peux vous le dire ou pas, mais je peux vous le dire, c'est que j'ai utilisé un matériau dont on a beaucoup parlé dans le temps, qui s'appelle, je veux bien oublier le nom, mais il me revient, c'est dommage, j'aurais pu l'oublier pour ne pas en faire la publicité, c'était le Prodéma. On nous avait dit que c'était du bois reconstitué, qui était périn, qui était ceci, qui était cela, mais effectivement avec le soleil, peut-être périn au Japon, en France ou ailleurs, en Europe, mais pas sous le climat du Maroc, pas sous le soleil du Maroc, parce qu'il s'altère. Donc voilà, il y a un problème. Quand je passe par là, ça ne me plaît pas. Franchement,
Voilà. Pour rester un peu dans cette époque, avant d'avoir fait le... C'est pas dans l'ordre chronologique, je vous ai présenté un projet de 99, qui a démarré en 99, que j'ai livré en 2004. Et là, je voudrais aussi vous parler d'un autre bâtiment, c'est le bâtiment DHL, donc ces sociétés de poste rapide, etc., privées, à Casablanca. Ce sont des Américains qu'on m'a présenté, et ils voulaient avoir un jeune architecte qui leur fasse une architecture marocaine. J'étais un peu plus rigide que maintenant, c'est le contraire qui doit se produire normalement. On doit devenir rigide vers la fin. Mais là, j'étais dans une ligne de la modernité, et puis ça m'avait posé un réel problème, parce que je voulais quand même avoir le projet, mais comment répondre à la question marocaine. Et puis bon, en étant jeune, tout de suite, il faut placer aussi le projet dans son contexte historique et politique, économique aussi, puisque là, je vous parle des années 95-96. 95-96, il y avait le fameux discours royal de Hassan II, qui avait tiré les oreilles des architectes en leur disant: regardez autour de vous ce qui se fait, regardez, lorsqu'un architecte tire un trait, il trace la philosophie d'un homme, etc. Un discours extraordinaire, magnifique, et qu'il faudrait qu'on fasse une architecture marocaine, il faudrait que l'avion ou alors un hélico vous parachute à Zemmour, comment reconnaître, etc. Un beau discours magnifique, mais maintenant, il fallait l'interpréter. Comment l'interpréter, c'était le problème. Donc, c'est une prolifération d'architecture d'arcade, d'architecture de tuiles, d'architecture marocaine, mal interprétée, mal digérée, et qui faisait le contre-pied à toute l'architecture moderne acquise à Casablanca, et on était vraiment dérangé. J'étais dérangé parce que, effectivement, je devais faire du marocain, en plus pour les Américains. Bref, j'ai fait un bâtiment, bien sûr avec des circulations, et j'ai tout de suite pensé à faire un atrium, un patio où l'éclairage pourrait arriver par l'intérieur, où il pourrait justement au fond avoir jouer le rôle de circulation, de distribution dans un bâtiment, effectivement, qui devait être toujours, je ne suis pas dans des bâtiments, je suis contre les murs rideaux, je travaille une espèce de modernité casablancaise qui continue cette architecture, j'insiste beaucoup là-dessus, ça pourrait être bâti, ça peut être de Meknès ou d'ailleurs, ou Fès, je ne sais pas, mais dans la modernité, le Maroc du XXe siècle, le Maroc qui regarde l'avenir, le Maroc qui respire par le nord. Et donc, voilà un peu ce que j'ai proposé, un bâtiment que j'ai présenté aux Américains, et à chaque fois ils me disaient: mais comment on va reconnaître que c'est un bâtiment marocain? J'ai expliqué que j'ai mis un atrium, que l'atrium c'était dans la tradition marocaine, le patio, la climatisation, l'écosystème au niveau climatique. Et donc, ils comprenaient, ça va, ça venait, mais j'utilise des matériaux nouveaux, ils comprenaient. Mais là où ils ont été le plus séduits, bon là je montre un peu l'atrium avec les quadruples hauteurs, avec des escaliers métalliques. J'étais un peu très touché tout le temps, et jusqu'à maintenant, presque par l'architecture Niemeyer. Donc j'aimais beaucoup Niemeyer, je regardais ce que faisait Niemeyer. Pour moi, Niemeyer était un architecte casablancais, il ne faisait que du blanc. Et donc j'étais toujours pour une architecture du blanc à Casablanca. Ben, voilà un peu ces espaces, avec l'utilisation du pavé de verre pour pouvoir diffuser une belle lumière et utiliser ce matériau intéressant marocain qui est la lumière du Maroc. Puis après, des grandes ouvertures qui accompagnent l'atrium, qui étaient ouvertes par le haut, sur le côté, et qui donnaient
un espace baigné de lumière magnifique. Je viens à cette photo qui prend une partie du bâtiment par le bas pour vous dire que j'ai revêtu tout le bâtiment avec du Zelish Building en blanc. Voilà, c'était gagné. Quand ils ont vu ça, ils étaient convaincus. Ils ont dit, voilà, là on reconnaît le bâtiment marocain. J'ai fait l'apologie, bien sûr, de ce matériau qui était travaillé d'une manière artisanale, qui était un savoir-faire des arts et des métiers marocains, qui était purement marocain, et ça fait travailler la main et le savoir-faire du marocain. Et c'est comme ça que je procède, je pense, à gagner la sympathie de ces investisseurs qui avaient déjà consulté d'autres architectes. Je vous montre un peu les photos de l'intérieur pour vous dire comme quoi j'ai dégagé un peu la pose. Il y a du Le Corbusier un peu, donc il dit toujours de détacher la façade du corps du bâtiment. Voilà un peu des poteaux circulaires qui se baladent dans des circulations. Et puis après, là, je passe aussi un peu plus en 2003, lorsque je suis un fervent, comment dirais-je, je soutiens, j'ai toujours soutenu, parce que j'ai assisté au premier festival d'Assela en 1978. Depuis, j'ai suivi Assela. Par la force des choses, les responsables d'Assela m'ont toujours vu, j'étais là, j'étais présent. Et donc, ils ont commencé à me demander de participer. J'ai participé à l'université Al-Qadi Iyad. Et un jour, Ben Issa m'appelle me disant, écoute, je veux faire une bibliothèque. Ah, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème, je ne savais pas. J'avais fait une bibliothèque à Casablanca, à l'Institut supérieur des études maritimes. C'était une première tentative, une mini-médiathèque, où j'ai appris sur le tas, parce qu'il y a un tas de programmes. On vous appelle, on dit, je veux une médiathèque. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai écouté, j'avais mon idée derrière la tête, je savais qu'il n'y avait pas de programmiste. J'ai dit, est-ce qu'il y a un programme? Il dit, non, j'ai pas de programme. J'ai dit, vous savez, ça c'est complexe. Il était ministre des Affaires étrangères, mais si vous n'avez pas de programme, il faut que je visite des bibliothèques dans le monde. Il m'a dit, bon, fais-moi la liste des bibliothèques et je vous organiserai avec tous nos ambassades des visites de bibliothèques. Et bien là, je n'ai pas été de main morte, j'ai fait un maximum de bibliothèques. J'avais commencé par la British Library à Londres, que je considère une des plus grandes librairies, que je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, d'aller faire une visite à quelque chose qui, comme disait Louis Kahn, the beginning, quelque chose qui, c'est là où on commence, c'est là où il y a une bibliothèque par Sir William, donc l'architecte avec sa femme. Ils ont fait 35 ans pour la faire. 35 ans pour la faire. Donc, pour moi, c'était facile. Je vais visiter, je reste une semaine à Londres, je visite tous les jours. Il m'a facilité l'accès. J'ai rencontré l'architecte et sa femme. Et pour moi, c'était l'enseignement. Je commence à maîtriser la mécanique d'une bibliothèque. Là, je n'étais pas pour une médiathèque, c'est une bibliothèque. Et c'était pour moi une chose extraordinaire d'avoir découvert un architecte qui est devenu Lord, il a été anobli par la reine Elisabeth parce qu'il n'a fait qu'un projet dans sa vie, cette bibliothèque. Ça lui a pris 35 ans et il s'est arrêté. Et elle est vraiment belle, magnifique, extraordinaire. On ne peut pas la raconter, ça se visite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là où il y a le stockage, c'est un vrai carré au centre de la bibliothèque immense qui doit faire 20 mètres de haut, où il n'y a rien, puis après ils appuient sur le bouton, il y a quelque chose qui monte, un bâtiment, au plein centre d'un hall, qui commence à monter, vitré entièrement, et tu vois des gens se balader entre les rayonnages, et c'est la partie de stockage de livres et de consultation de livres. C'est une chose étonnante, magnifique, extraordinaire. Le bâtiment lui-même, on a l'impression de l'extérieur que c'est un bâtiment wrightien, de Wright. Donc, quelqu'un qui a encore des enseignements de Wright, mais de l'intérieur, c'est tout simplement magnifique. Tout ça pour vous dire que j'ai visité, donc une autre qui me reste dans l'esprit, à Dexter, aux États-Unis, donc de Louis Kahn, donc, qui est magnifique, où Louis Kahn
questionne le bâtiment, questionne la structure. Vous avez dû rencontrer ça dans des lectures. J'en ai parlé à des étudiantes des soirées jusqu'à 3 heures du matin où Kahn questionnait la structure en lui disant qu'est-ce que tu veux être, et la structure répond je veux être lumière. Et vraiment là j'insistais à des choses. J'ai vu à Dexter, la bibliothèque, la lumière dans la structure. Donc toutes les réponses de Kahn, tout ce qu'on lit de Kahn, toute la théorie de Kahn est là, où le livre est dans un lieu sombre, noir, parce qu'il dit le livre est mort lorsqu'il est dans le rayonnage. Mais la table de consultation, elle est devant la fenêtre. Donc, à partir du moment où le livre s'ouvre, c'est la vie qui s'ouvre. L'âme de livre ne revient que lorsque il est consulté et ouvert, mais il faut l'emmener à la lumière. C'est à la lumière que... Et tout ceci était, encore une fois, un enseignement extraordinaire avec toutes ces questions posées par rapport à l'arc, à la brique, et les réponses données, elles sont là. Et puis après, la bibliothèque de Molière, bien sûr, à Amsterdam, à Paris, ici les Moulineaux, à Nice, et à Bordeaux et ailleurs. J'ai visité à Berlin, j'ai visité d'autres bibliothèques. Ça m'a donné l'occasion de voyager pendant 1 mois. Et au retour au Maroc, j'ai commencé cette bibliothèque d'Assela, donc une médiathèque où il fallait aussi que ça soit rentable, que ce bâtiment culturel puisse être levier lui-même de ses propres fonds. Donc le programme était défini, je l'ai arrêté moi-même avec une salle des périodiques, non, la salle périodique est là, pardon, excusez-moi, la salle des périodiques, j'ai pas mis les lunettes. Là, c'est le cybercafé, là, c'est l'accueil ici et là c'est pour la sécurité. Et c'était une bibliothèque, au fait, qui était presque un projet urbain, puisqu'il y a un grand boulevard qui traverse de part et d'autre toute la bibliothèque, avec des ruelles, tout simplement. Voilà, pour moi, c'était presque une médina morphique, avec des salles de séminaire, les 3 salles de séminaire, voilà, sont là, les 3 salles de séminaire, avec des cabines d'interprétation, etc. L'entrée, c'est une salle, et j'ai fait exprès d'avoir une salle de 700 places. Je sais que pendant le festival, une fois l'an ou plus, il y a des manifestations culturelles importantes où on reçoit beaucoup de monde, et depuis que la bibliothèque est construite, malheureusement elle est fermée, elle est ouverte pendant le festival pour pouvoir recevoir la cérémonie d'ouverture et de clôture dans cette salle magnifique. Donc là, c'est toute l'épine dorsale qui est l'administration avec la cafette et là, c'est le livre. Je ne rentre pas dans les détails pour vous dire que le personnel et les usagers ne doivent jamais se rencontrer. Donc il faut trouver tout un dispositif pour que le livre rentre, se traite, se met dans là où il faut aller par rapport à son thème, et s'il est précieux, il est gardé précieusement dans des endroits appropriés, donc avec des conditions appropriées. Et si c'est des imprimés, ça va aller dans le rayonnage en libre accès. On va avancer un peu, je vous montre cette bibliothèque de l'extérieur, c'est la bibliothèque Wanda, avec toujours Prodema, excusez-moi, mais ça n'a pas été touché parce que je suis sur la façade nord ici, il n'a pas bougé, fort heureusement. Donc une entrée majestueuse avec un porche, avec un marquage, avec une très belle salle de lecture, où le rayonnage est à droite pour le libre accès, avec un plafond en cèdre, mais toute la climatisation est nichée là-dedans, avec de l'éclairage qui vient de haut, zénithal, qui renforce beaucoup plus qui sublime les espaces. Et vous voyez un peu comment il y a des ombres par rapport au lieu du rayonnage, et puis après de la lumière côté table et consultation. La consultation, elle est au milieu parce qu'on reçoit de la lumière par le haut. Mais je suis contre tout ce qui a été fait comme rideau domestique. On a l'impression d'être dans une maison de poupées. Donc par rapport à ces rideaux en tissu, moi je suis contre. Donc c'est ce qui a été fait, mais bon.
Bien. Je suis dans le mauvais sens. Voilà le hall d'entrée avec les bancs d'accueil à droite et à gauche. D'un côté la sécurité à votre gauche, à votre droite c'est les périodiques avec le hall d'entrée, avec la double hauteur, le patio marocain, les escaliers monumentaux très présents, décoratifs, donc qui sont très présents. Voilà l'espace périodique où il y a des magazines, où il y a des journaux, il y a des choses qu'on peut consulter sans être adhérent ou avoir la carte. C'est des espaces qui se font en dehors du contrôle. Là, c'est la partie toujours des périodiques. La salle avec quand même un étage qui prend 750 personnes. C'est une salle polyvalente, théâtre, opéra, danse, qui répond à toutes les normes. Et toutes les normes, pardon. Donc là, c'est un projet que je suis en train de réaliser à l'Ejadida. C'est un centre culturel, encore une fois, avec une médiathèque. Mais lorsqu'on l'a présenté au gouverneur, c'est une fondation, hein, c'est un privé qui est en train de la construire. Lorsqu'on a présenté le dossier aux autorités, ils nous ont demandé de faire des salles de cinéma. Donc j'ai fait des salles de cinéma. Donc le rez-de-chaussée, c'est la salle de conférence. Le milieu, c'est la cafette. Devant, c'est les boutiques qui sont la partie qui pourrait lever les fonds, là, aussi bien pour la salle polyvalente que pour les deux salles. Puis après, de l'autre côté, on a une entrée pour aller justement vers la partie réservée à la bibliothèque, donc avec des périodiques, un contrôle, les sanitaires qui doivent être toujours en dehors du contrôle pour que, ce qui arrive un peu plus souvent, peut-être pas dans les bibliothèques, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne met pas les blocs sanitaires à l'intérieur pour éviter à ce que les gens peuvent se balader avec des livres pour qu'ils veulent déchirer des pages ou des problèmes. Et puis après, il y a là, parce qu'au niveau du contrôle, il y a des bips. En France, on me disait, bah, vous savez, si les bips ne marchent pas, c'est tant mieux, parce que si on prend un livre, si on l'emprunte sur nous le dire et qu'il l'emporte, ben, tant mieux, parce qu'on est sûr qu'il va être lu. Il n'y a pas de problème. Là, c'est une salle de lecture protégée avec des parois qui sont presque libres, des parois libres, indépendantes, mais qui sont là pour protéger, mais laisser passer aussi de la lumière. Une question sur le projet. Est-ce que nous sommes... Vous ne voulez pas laisser les questions à la fin? Ou là, c'est... C'est juste par rapport à... Excusez-moi, quand je... Allez-y. Donc en fait, je voulais juste savoir par rapport à la... Est-ce que c'est à l'entrée, enfin, je suis aux alentours, est-ce que c'est Je suis désolé de ne pas avoir mis les... Non, je vous en prie, c'est juste pour voir... Vous savez, ça c'est une chose un peu... Parce que j'aime pas essayer de faire au bord de la mer, je me suis dit, je me suis dit, est-ce que c'est au bord de l'eau ou pas? C'est pas au bord de l'eau. Pour ceux qui connaissent Ejadida, pour ceux qui connaissent Ejadida, Ejadida c'est une ville extraordinaire, magnifique, 140 000 habitants, une cité portugaise extraordinaire, magnifique, et puis une ville avec deux tentacules. Une qui va vers la route de Marrakech et l'autre qui va vers la route de Safi ou la Sidi Bouzid, comme vous voulez. Et la ville s'est développée un peu sur ces deux membres comme ça, ces deux tentacules, et son noyau est resté coincé entre un aéroport au plein milieu de la ville et une décharge de 34 hectares. Et la ville est restée coincée. Et un jour, on a fait un projet, j'ai proposé à la ville un projet, c'est de mettre de l'eau dans le... parce que c'est quand même un point noir urbain en plein milieu de la ville, de mettre de l'eau de mer, etc. Bon, ben, et de ce grand aéroport, une réserve foncière magnifique, extraordinaire, de 120 hectares. C'est Nobel pour une ville, ça sauve une ville. Malheureusement, ça a été pris par un organisme important marocain et qui l'a carrément réservé aux promoteurs immobiliers pour en faire des logements sociaux. C'était l'occasion peut-être pour faire une grande mixité, pour déplacer peut-être toutes les administrations qui occupent aujourd'hui des bâtiments emblématiques de la ville. Je pense à l'agence urbaine qui est dans un bâtiment extraordinaire, magnifique du début du siècle dernier. Il y a le théâtre, il y a des choses, mais
c'était l'occasion de faire des bâtiments administratifs, des moyens standards, mais là, c'est parti jusqu'au bout et on arrive jusqu'au fond de cet aéroport et c'est là qu'un des notables de la ville a décidé de faire sa fondation. D'accord? Donc c'est la fondation, c'est extraordinaire, il y a un général qui pense à la culture, donc c'est une fondation du général, généralement pour le dire, c'est une bonne chose, il faut le dire, c'est le général Kaderi, et qui fait une belle fondation, qui dédie à la culture, et c'est tant mieux. Donc voilà, on est à l'étage, là vous avez des salles de lecture, des salles comment on appelle ça, comment ça s'appelle, des salles, des techs, ce qu'on appelle les techs, soit cinémathèque, vidéothèque, artothèque, logithèque, donc tous les techs, c'est ce qu'on appelle les salles multimédia. Voilà, les salles multimédia sont à l'étage, avec des salles de consultation pour les doctorants, pour les chercheurs, et là, c'est une salle de projection de groupes, de petits groupes, et là aussi, des consultations vidéo, films individuels, et ça c'est la lecture avec le rayonnage et les tables de consultation, c'est une double hauteur, et là c'est des salles de cinéma. Donc on revient en arrière pour, je sais pas. Voilà, la salle, on est au rez-de-chaussée, donc là vous avez plutôt le foyer, l'entrée des salles de cinéma, un foyer, on rentre, soit on va dans cette salle qui prend à peu près 300 personnes, ou alors on monte pour aller dans les salles de 180 personnes. Il y a deux salles de 180 personnes, guichet, bloc sanitaire, etc. Là c'est le contrôle, ici c'est le contrôle, là c'est les cafés, mais il y a un passage et un lien organique entre la bibliothèque, mais les portes sont collisions, on peut fermer ou ouvrir pour justement gérer l'espace comme on veut selon l'occupation et les événements qui peuvent y être. Donc voilà, là c'est l'espace réservé aux enfants qui est isolé, on met les enfants toujours isolés, on ne peut pas les croiser avec les adultes, et là c'est l'espace adulte avec les rayonnages, les tables de consultation, le contrôle est là, la surveillance, les vestiaires pour déposer ses affaires, et là c'est toute la partie de la réserve du stockage des livres. Il y a un sous-sol aussi. À l'étage, donc on a dit, on empruntait cet escalier métallique, on arrive, il y a un patio, une autre ici, tout est vitré, là tout est vitré, tout ce que vous voyez là est vitré, et on a la première et deuxième salle, là c'est la régie pour la grande salle, avec bien sûr au fond de scène, une fond de scène avec des loges et tout le nécessaire. Là c'est l'administration, avec des couloirs qui vont des salles de cinéma jusqu'à la bibliothèque, ici, donc voilà, boum, 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 et qui arrive ici. Il y a sûrement des petits changements, je vous donne le projet. Voilà ce que ça donne. Je voulais avoir un projet presque aveugle au niveau de l'étage, très ouvert par le bas, et qui est avec une bande fédératrice qui fédère tout le projet, parce que c'est le même et unique projet, avec ce dispositif de parois, comme je vous ai dit, mais parois perforées, avec des anneaux-lumière dans la salle de lecture sur les côtés latéraux. Voilà un peu ce que ça donne de l'entrée, de la partie cinéma ou salle polyvalente, l'entrée là de la bibliothèque, et là ce sont les deux boutiques. Une autre vue sur la partie qui est un peu entre les deux, qui est toujours publique, les guichets et l'entrée des salles de cinéma, avec cette partie très ouverte qui donne sur le foyer avant d'entrer vers la salle polyvalente. On a un peu une idée sur ce que ça pourrait être la salle de lecture, avec une double hauteur, un rez-de-chaussée, des passages d'en haut en bas, donc toute cette relation de bas en haut, dans des pays où il fait chaud, où il doit y avoir de la climatisation, une bonne climatisation naturelle et une bonne ventilation d'air. Est-ce que je vous
montre un dernier projet concours que je viens de gagner avec c'est un site de Barnosé, Znata, ville nouvelle, 5000 logements économiques, où j'ai essayé d'apporter un plus en intégrant un maximum d'équipements, donc imposés, mais ce qui est important, et ça c'est un projet privé, hein, c'est que j'ai pu imposer quand même quelque chose comme 1 hectare de place publique, chose qui n'est pas très acceptée par les promoteurs immobiliers parce qu'on avait une contrainte, c'est de nous dire voilà ce que je veux comme logement au mètre carré presque, à l'hectare, mais c'est un calcul d'épicier, hein, donc, et là il fallait justement répondre à la contrainte, mais avec tout ceci, sortir une place publique, un lieu de respiration, un lieu de rencontre, un lieu de vie, une âme qui donne l'âme à la cité, malheureusement. Vous savez, les architectes, on a toujours un peu honte de montrer un peu ce qu'on fait au niveau du social aujourd'hui, parce qu'on fait la même chose. Hein, que ce soit à Oujda, à Dakhla, à Casablanca, à Ifrane, à je sais pas quoi, c'est la même chose. On fait du 50 mètres carrés. Je ne sais pas à quel degré on est en train d'hypothéquer l'avenir de ceux qui vont l'habiter, mais justement devant ce problème qui est presque incontournable pour les architectes, il faudrait que la compensation vienne des espaces publics, parce qu'il faut que nous apprenions à vivre ensemble, nous apprenions à partager nos biens, à partager nos espaces, à nous occuper aussi de nos espaces, et c'est très important. Et tout le projet va dans ce sens-là, puisque dans un premier temps, je demande, et c'est ce que je projette, parce qu'il y a une ligne de bus qui passe par ce boulevard, de rentrer le bus, le détourner, le rentrer, et faire un arrêt ici, mais surtout un arrêt important là. Un arrêt qui s'arrête à la place publique, et puis qui continue, qui vient et qui rentre, pour assurer déjà un paramètre urbain important, c'est d'assurer le transport en commun, mais aussi passer par le lieu qui pourrait être aussi la vie, le foyer de toute une population, parce que moi, franchement, ce qu'on peut constater dans le travail qui a été fait, dans l'autoconstruction à Casa, Rabat, dans toutes les villes du Maroc, et tous les gens me disent « Ah, moi c'est ça ce qui me plaît le plus. C'est ça ce qui a sauvé une partie de Maroc qui aurait pu être tout en bidonville. C'est-à-dire cette trame Écochard 8-8, magnifique, extraordinaire, qui a permis à nos villes d'évoluer dans le temps et d'arriver justement jusqu'à aujourd'hui d'évoluer. Je traverse des villes comme ou des quartiers comme Haï Mohammedi à Casablanca, où je vois encore ce qu'il a été fait il y a plus de 70 ans. Hein, un rez-de-chaussée avec une chambre, une cuisine. C'est encore, on en trouve, j'en ai vu encore. Et puis à côté, il y a quelqu'un qui a 4 étages. Il est déjà arrivé à 4 parce que c'est sa famille, c'est l'évolution, ce qu'il a besoin. Et il y en a un autre qui est à 1 étage, l'autre à 2, à 3 étages. C'est la vie, c'est de la poésie. C'est ça ce qui est beau, c'est ça ce qui est magnifique. Il y en a un qui a mis l'étoile du drapeau du Maroc. C'est extraordinaire, c'est une manifestation. Et puis après, il y a des ouvertures. Juste ce qu'il faut comme ouverture. Pas plus, pas moins. Il n'y a pas de mur rideau, on n'en voit pas. Il y a des terrasses avec un parapet qui fait 1,50 m. Et puis du cadre, des choses, des petites ouvertures qui permettent de se mettre en relation avec la vie sans être vu. Enfin, tout le contour de la vie sociale marocaine est préservé dans ces lieux parce que ces gens ont construit pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leurs besoins économiques. Parce que la plupart du temps, ce qu'on voit aujourd'hui dans ces trames et cochards qu'on appelle des boîtes, que les gens n'aiment pas, et c'est là où il y a un enseignement architectural magnifique, extraordinaire, qu'il faut savoir regarder et voir. C'est ce qui a permis justement aux villes, je me répète, d'évoluer, et dans l'harmonie des fois, c'est que finalement, lorsqu'on est bien, lorsque tous les enfants habitent, les parents vident leur rez-de-chaussée, ça devient un commerce. C'est magnifique.
Ce commerce, c'est de la lumière, c'est la sécurité, c'est l'économie, c'est l'âme de la ville, c'est ce qui permet à un quartier d'être vivant. C'est ces commerces, justement, et c'est là où les quartiers deviennent intéressants, beaucoup plus intéressants qu'un ensemble sans âme et sans vie. On va dormir, où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'équipement de proximité. Donc ce que je propose, c'est justement d'avoir une inspiration de ces boîtes, comme on les appelle, qu'on n'aime pas beaucoup, mais surtout la pièce maîtresse, mis à part les équipements. Je réponds, il y a la mosquée, il y a le four, il y a le hammam, il y a le lycée, l'école, le collège, etc. Mais chaque fois, on double. Il y a tous les boulevards, toutes les rues à l'intérieur doivent être commerçantes. Et puis, la place est une chose importante parce qu'il y a le souk, le marché de la semaine. Le marché de la semaine peut se placer là. Il y a des possibilités. Les enfants peuvent jouer, les femmes peuvent sortir, peuvent tisser, peuvent faire tout. C'est la vie. La vie de l'intérieur se prolonge à l'extérieur et vice-versa. Et j'ai proposé quelque chose sur ce projet. J'espère que ça va marcher, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin dans les cahiers de charges ou dans la copropriété. C'est-à-dire que le règlement nous impose d'avoir pas moins de 50 mètres carrés. On arrive à 49, on triche un tout petit peu. C'est pas ce que je vous demande de faire. Mais imaginez 5000 logements. Si je prends 1 mètre carré par logement, ça fait tout de suite 5000 mètres carrés. 1 mètre carré par logement, ça fait 5000 mètres carrés. Ces 5000 mètres carrés, je les traduis en commerce au rez-de-chaussée. Je les achète pour cet ensemble. Je le réserve. C'est le système des habous, al-ahbas. Pourquoi on voit les mosquées, elles sont toutes bien entretenues et pas le reste? Parce que les mosquées, ils ont le four, le hammam, ils ont des revenus. Ils lèvent leurs propres fonds. Là, un ensemble comme ça doit aussi lever ses propres fonds pour pouvoir payer ce qu'on ne peut pas payer, ce qu'on n'arrive pas à gérer entre nous. C'est par rapport à nos biens en commun. Et c'était ça un peu ce que je voulais traduire à travers ce projet en disant, j'achète 5000 mètres carrés de commerce au rez-de-chaussée, je les loue, je ne les vends pas pour qu'ils fassent ses entrées. J'ai fait un calcul très rapide, ça me rentre 300 000 dirhams, 15 millions, hein, pour rester dans les chiffres. 300 000 dirhams. 300 000 dirhams, je peux payer la sécurité, je peux, par grappe d'habitation, je peux payer le nettoyage, je peux payer l'entretien. Ça me permet d'avoir de l'argent, et parce que vous savez très bien que la copropriété ne passe pas souvent. Les gens ne veulent pas payer. Ils ont l'impression qu'on les vole quand on leur demande de payer. Voilà un peu les cellules, mais j'ai très honte de vous les montrer, excusez-moi, parce que ça ne change pas, c'est toujours des choses un peu difficiles. Mais je voudrais vous montrer quand même des logements. C'est là où je veux donner l'impression que les choses se sont faites d'une manière empirique, dans le temps. Il y en a un qui a 2, 3, 4, et puis bon, c'est toute une... Mais on arrive quand même à serrer un peu, mais à répondre aux besoins. Je montre le marché, je montre un peu des angles. Je ne suis pas très droit, je ne suis pas dans la... Mais je voudrais être dans la végétation, je voudrais être dans la... qu'il faut entretenir aussi. La végétation meurt si elle n'est pas entretenue. La vie meurt si elle n'est pas entretenue. Il y a des passages sous Saba, il y a des commerces. Je privilégie les commerces pour donner de la vie. J'aime toujours, et je termine là-dessus, présenter des villas. Je fais des villas, ça me permet de travailler. Je le répète, je le dis souvent, faites les villas, c'est là où on s'exerce, c'est là où on passe nos idées, c'est là où on passe les messages. Et je vous dis un peu pour cette villa ce qui se passe. Donc à droite, vous avez le rez-de-chaussée, c'est un espace qui sont contraires, l'un fermé, l'autre ouvert, avec des vitrages. Il n'y a pas de volet roulant, c'est des vitrages blindés. Les colonnes sont à l'intérieur, la structure est apparente. Ceci étant l'entrée, il y a le garage, c'est un peu la servitude. Ça, c'est la cuisine, l'entrée, et la descente pour le sous-sol. Ça, c'est la chambre télévision, les sanitaires. Et ça, c'est la grande réception. La réception, elle est là, ouverte comme un hangar. Ça, c'est la porte d'entrée.
Et puis là, c'est le salon marocain, bien sûr. On est au Maroc. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours réfléchi à ces lotissements. Vous savez, ce qui me plaît beaucoup dans les anciennes villes ou l'ancien Médina, quand on construit Dior, la maison d'art, on construisait sur les servitudes de la maison. Et le jardin était au milieu. Avec la modernité, avec les nouveaux lotissements, ça s'est renversé. Le jardin est sorti à l'extérieur et la construction à l'intérieur. On a fait le contraire de ce qu'il fait. J'ai essayé de créer un lien entre ces deux choses qui étaient un peu à l'extrême. Parce que finalement, en étant introverti, on profitait directement de son jardin. Il y avait un patio, il y avait quelque chose d'intéressant. Mais il est vrai que le jardin aussi, c'est une chose magnifique. C'est ce qui sort, par exemple, Casablanca, au Rabat ou d'autres villes, quand je vois la prolifération des villas. Là, les villas, pour moi, c'est des espaces verts. Quand on monte dans des villes comme Casa d'Espaces Verts, les villas sont là pour jouer le rôle de ce qui pouvait être public. Là, justement, c'est une symbiose, c'est créer la symbiose, c'est mettre le jardin à l'intérieur de la maison, et c'est tout le travail de cette ville-là. Donc voilà, c'est une photo prise de l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais avec trop de lumière, mais j'ai passé toutes les diapos sous la lumière, ça diminue un peu de la qualité de la... Je sais pas, je viens de m'en rendre compte, je suis désolé. Il ne fallait pas qu'il y ait autant de lumière, non, je suis désolé. Voilà, peut-être c'est beaucoup mieux. Donc, avec un sol noir absorbant, réfléchissant, donc quand on est là, on n'est pas un peu dérangé par les réverbérations de la lumière du jour. C'est une photo prise de l'extérieur, mais quand on est à l'extérieur, on a l'impression d'être à l'intérieur, donc il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la salle à manger, c'est le salon marocain, et on a l'impression c'est la maison marocaine. Et puis, longtemps, maintenant ça ne fait plus rien du tout, je suis devenu cuirassé, on me disait, ah, tu ne fais pas de l'architecture marocaine. Et moi, j'ai toujours répondu que je suis un des rares qui fait de l'architecture marocaine. Voilà, c'est dans ce sens, parce que je me mets en relation. Je ne suis pas sur la caricature, je ne suis pas sur l'image d'un art, je suis sur l'essentiel, et l'essentiel de l'architecture, c'est de mettre en relation, comme dans le riad, l'intérieur avec l'extérieur. Donc je suis dedans, mais je ne suis pas dehors. Effectivement, voilà, je suis dedans maintenant, avec la porte d'entrée au fond, avec un mobilier qui joue le rôle, c'est pas un mur, mais un meuble. L'autre meuble ici est là, donc avec un salon, avec une sortie, avec une porte guillotine qui s'ouvre, qui se ferme. Si une maison n'a pas de fenêtre, il y a une porte à l'échelle de la maison, donc c'est une prise de vue à partir de la mezzanine, de haut. Donc c'est de la pose, c'est la maison marocaine avec la double hauteur. Voilà, donc une autre vue. On est dedans, dehors. La passerelle qui relie deux corps du bâtiment, le salon marocain au fond, à droite, la piscine, parce qu'il faut toujours des piscines dans les villas, la terrasse, mais voilà. Et il y a deux terrasses, mais je vais vous dire, dans la pratique, finalement, ces deux terrasses ne sont pas utilisées, parce que les gens sont toujours à l'intérieur de la villa, parce qu'ils sont dans leur jardin. On n'avait pas besoin de faire la terrasse. Voilà, la salle à manger, en relation avec le jardin, le salon, avec Zaha Hadid, oui, vous l'avez reconnu. Voilà. Voilà, donc, même un peu le corps de ce volume qui sort et qui continue dehors, on a l'impression un peu qu'il flotte et qui se balade et qui transperce une partie de la façade. Voilà, là. Voilà, l'escalier, le marbre noir. Merci de votre attention. Alors, merci Monsieur l'Andalousie pour cet exposé exceptionnel. Là, avec la deuxième conférence, c'est confirmé, vous puisez du patrimoine pour vos inspirations, notamment principalement le patrimoine moderne, mais aussi on lit aussi l'inspiration de la Médina.
Est-ce qu'il y a une question? Oui? J'ai vu que vous utilisez beaucoup les patios et que vous utilisez beaucoup les ouvertures de la tête. Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser ça Comment? Oui, franchement, il y a des choses essentielles en architecture, c'est ce que j'avais dit. Il y a des choses dérisoires. Je ne vois pas pourquoi je mettrais une arcade puisque je construis en béton. C'est vrai que si j'avais à construire en briques, je l'aurais fait. Pourquoi j'aurais utilisé de la tuile à l'extérieur alors qu'on est sur le toit terrasse? Donc c'est des choses mineures. Bon, on peut s'amuser à Marrakech, ça touche des sensibilités. Intellectuellement, c'est des degrés de compréhension. Moi, je pense que ces doubles hauteurs sont essentielles dans un climat chaud. Ces doubles hauteurs sont essentielles parce qu'ils font partie de notre culture. Elles font partie de la civilisation de l'homme autour de la Méditerranée. C'est question de patio. On s'est approprié un peu le patio, mais c'est une chose méditerranéenne, en fait. Donc, c'est une connaissance des Romains, les Grecs, les Phéniciens, enfin, tout le pourtour de la Méditerranée. Effectivement, le Maroc a donné un plus, une caractéristique. On sait que ce pays, cette partie géographique a joué un rôle important dans le flux et reflux de la civilisation humaine. Donc en fait, vous jouez plus sur l'essentiel que sur le traditionnel. Je joue sur le traditionnel, je joue sur l'essentiel. Et la traditionnelle, quelque part, devient essentielle quand il est un enseignement et non pas une reprise. Donc, merci encore, M. Nendeloussi. Maintenant, on va écouter les étudiants qui ont participé au concours. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était dans un anniversaire que l'esquisse de ce projet a été élaborée. C'était dans un anniversaire que l'esquisse de ce projet a été élaborée. Une opportunité s'est présentée et Dieu merci a été saisie sur le champ. Nous étions 8 ce jour-là, assis autour d'un gâteau. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux à pouvoir discuter de ce projet. Alors, nous vous remercions de vous être mobilisés, d'avoir sacrifié de votre temps pour pouvoir partager vos suggestions, vos remarques avec nous à propos de ce travail qui reste encore très perfectible. Un travail qui, nous l'espérons, ne vous ennuiera pas et méritera vos remarques et suggestions. Et ces remarques et suggestions représenteront pour nous un gâteau encore plus exquis dont nous nous délecterons tous. Monsieur Nendeloussi, c'est avec une reconnaissance incommensurable que nous vous remercions d'avoir accepté de nous soutenir, de nous épauler et de nous avoir guidés tout au long de ces semaines de travail. Et avant de laisser la parole à mes camarades, j'ai un message à vous faire passer. Dans notre université, les opportunités se font nombreuses, et ce, grâce à Madame Benali. Sachez reconnaître votre gâteau. Et sachez reconnaître votre gâteau et rien ne vous empêchera de le déguster. Merci. Je passe donc la parole à ma collègue qui va vous parler du contexte du projet. Notre projet pour ce concours international de l'UNESCO était de créer un centre commercial à Bamiyan, en Arabie. Un centre culturel à Bamiyan, en Afghanistan. L'endroit se trouve dans l'immense vallée de Bamiyan, qui est une expression monumentale pleine de vestiges archéologiques
et de sanctuaire. Ce fut aussi un endroit de pèlerinage pendant des siècles. En effet, des Bouddhas étaient creusés et étaient directement sculptés et creusés dans la falaise qui domine la vallée. Le plus grand Bouddha, qui mesurait 55 mètres de hauteur. Ces Bouddhas étaient comme des dieux de la paix qui luttaient contre le mal universel et qui était universel et qui était une grande partie qui fait partie d'une grande partie de l'histoire d'Afghanistan. Mais malheureusement, ils ont été détruits par les talibans en mars 2001. Et les habitants de Bamiyan veulent les reconstruire de crainte que la ville n'aura plus d'importance et que les investissements cessent, que les jeunes quitteront la ville et que la guerre recommence. Et malgré leur destruction, ils ont été placés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Et puisque la reconstruction coûte trop d'argent, l'UNESCO a créé ce concours comme un hommage à leur destruction et afin de combattre l'ignorance qui a causé la destruction des Bouddhas. Et comme dit Avicenne, l'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine mène à la violence. Notre centre contribue non seulement au développement de la ville de Bamiyan, mais en envoyant un message de réconciliation et de la paix. Merci, et je vais passer la parole à ma camarade qui va vous expliquer. Merci tout le monde. Alors maintenant, nous allons voyager ensemble au site choisi par l'UNESCO, qui est représenté par une vallée. Voilà, qui est représentée par une vallée située en Afghanistan, et plus précisément à Bamiyan, Afghanistan. Le site révèle aussi bien la culture, la religion, ainsi que les vestiges archéologiques d'Afghanistan. Le site d'implantation, oui, le plan s'il te plaît. Le plan. Alors le site d'implantation se trouve sur une colline au sud de Bamiyan. Voilà, au sud de Bamiyan. Et elle est prise entre les hautes montagnes de Hindu Kush. Et il s'ouvre sur un large bassin, là, agricole, qui contient des édifices bâtis par une architecture islamique typique. Et il est limité par la fameuse falaise de Bamiyan qui contient les niches, malheureusement juste les niches des Bouddhas qui ont été bombardées. En revenant sur le site d'implantation, j'ai dit qu'il se trouve sur une falaise, pardon, une colline, il couvert une surface de 26 000 mètres carrés, divisée en deux plateaux. Voilà, merci. La coupe montre ça. Donc j'ai dit, il est divisé en deux plateaux. Le premier plateau qui fait 10 mètres de hauteur par rapport au niveau 0, où il y a les voiries. Et le deuxième plateau, il fait 10 mètres de hauteur par rapport au premier plateau. Et nous étions donc supposés concevoir notre projet dans cet espace, voilà, dans cet espace en tenant compte d'avoir un parti architectural assez fort et de respecter le programme imposé par l'UNESCO
dont ma collègue va nous parler par la suite. Et merci. Donc, avant de commencer le programme, il faut signaler que certaines zones en Afghanistan sont toujours isolées géographiquement, avec un accès limité à l'infrastructure, ce qui pousse l'UNESCO à créer des espaces publics en relation avec la culture et l'histoire. Donc, l'objectif du concours est de concevoir un lieu de réconciliation et surtout de consolidation de la paix afin de rendre hommage au Bouddha détruit, mais aussi enrichir la vue communautaire de manière à refléter la culture de la région. Le centre sera de plus un lieu d'échange d'idées et de savoir, un lieu dynamique de rassemblement de communautés tourné vers l'avenir. D'une superficie de près de 2220 m², construit sur un site de 26 000 m², le programme comprendra des espaces d'exposition, de spectacles, de recherche, des ateliers, des salles de cours, une salle de conférence, une bibliothèque et un café qui fera le lien entre intérieur et extérieur. Donc, grâce à l'emplacement du centre culturel, le bâtiment aura un impact significatif sur le tissu rural de la ville et attirera des visiteurs nationaux et internationaux. Donc, je passe la parole là. Donc, mesdames et messieurs, moi je vais vous parler à propos du parti architectural. Je vais commencer ma présentation du parti architectural par une citation de Shakespeare qui dit « L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce qu'on désire, on veut ce qu'on imagine, et enfin, on crée ce que l'on veut. » Donc, dans le parti architectural, vous allez voir un résumé de nos références, nos réflexions par rapport à ce projet, bien sûr élaboré sous l'encadrement de M. Andalussi, qu'on remercie encore une fois. Même si je sais très bien qu'il n'aime pas les compliments, mais c'est pas un compliment. Par rapport à notre projet, au début, quand on a vu le site qui est la vallée de Bamiyan, on a constaté qu'il y a une ressemblance entre ce site et le site archéologique de Petra. Comme vous voyez dans cette photo, on a Petra et ça c'est la vallée de Bamiyan. Donc on a décidé de construire de la même manière dont Petra a été construite, et c'est de creuser dans les montagnes. Donc nous, on ne va pas creuser bien sûr dans les montagnes de Petra, mais on va creuser dans nos montagnes, dans notre site qui est la vallée de Bamiyan. Comme vous voyez ici, c'est de la même manière. Aussi, on fait aussi un appel aux Bouddhas qui ont été creusés aussi dans les montagnes, ce qui fait qu'on rend hommage aux Bouddhas, et c'est le but principal de ce projet. Et même les fourmis, on prend l'exemple des fourmis qui ont aussi qui utilisent souvent cette manière-là, c'est celle de creuser, car les fourmis, ils creusent seulement les espaces dont ils ont besoin. Et ils laissent une grande masse pour tenir leur structure. Donc nous, on va faire la même chose par rapport à ce projet, et vous allez voir ça plus tard dans le plan et les coûts. Donc, après cette source d'inspiration, cette principale source d'inspiration qui est Petra, on a notre deuxième source d'inspiration qui est cette image de terre sèche, qui est la source principale, qui est l'inspiration principale qui nous a amené à faire ce plan-là que vous voyez juste derrière moi. Donc, si vous voyez bien, il y a une grande ressemblance entre ce plan-là et le plan du centre culturel de Bamiyan qu'on a fait nous. Donc, on s'est inspiré de cette photo de terre sèche. Donc, vous voyez ici, on a la coupe. Donc, on va creuser. On a le premier plateau qui est là, le deuxième plateau qui est là. Donc nous, on va creuser, on va profiter de ces 10 mètres de dénivelé qu'on a ici pour creuser, pour sculpter notre projet qui est le centre culturel. Bien sûr, il va être creusé ici
dans cet espace-là. Bien sûr, vous voyez que notre bâtiment entre dans l'esprit des grottes et l'esprit des maisons troglodytes. Donc, on a essayé bien sûr, la question qui se pose, c'est comment faire rentrer de la lumière, puisque dans les grottes, parmi les caractéristiques des grottes, c'est l'obscurité. Donc, comment on va faire pour faire rentrer de la lumière à notre centre culturel? Voilà. Par rapport au puits de lumière, on s'est inspiré de cette photo qui s'appelle le fantôme. C'est la photo de l'année. Il a pris le prix de la photo de l'année en 2013. Voilà. Donc imaginez-vous dans cette grotte, à l'intérieur de cette grotte, on a l'impression qu'on est un peu perdu, qu'on est n'importe où, et c'est ce puits de lumière qui nous dirige et qui nous montre le chemin, Donc oui, voilà. Et il y a quelque chose, il y a une remarque que M. Andaloussi avait fait durant le projet, à propos du chiffre 22. On a le jour du rendu, c'est le 22 janvier, c'était le 22 janvier 2015. Et en même temps, on a la superficie totale du projet qui est de 2220 mètres carrés. Donc, quand on a cherché à propos de ce chiffre 22, qui cloche un peu, on a 22 janvier et 2220 mètres carrés, donc c'est quand même trop ce chiffre 22. Quand on a cherché, on a constaté que ce chiffre 22, il est le symbole de toute forme naturelle chez les Bouddhas, et il est la conclusion de l'œuvre du Créateur. Donc nous aussi, de la même manière dont l'esprit du Bouddha repose sur le chiffre 22, notre bâtiment aussi va reposer sur 22 piliers. C'est exactement de la même manière dont les Bouddhas reposent sur 22 piliers. Maintenant, je vais passer la parole à Firdaus qui va vous parler à propos du plan et qui va vous concrétiser ce que j'ai dit, qui reste un peu abstrait. Merci. Kéna nous a présenté la partie architecturale et elle a très bien expliqué ce que nous voulons faire et ce que nous voulons comment notre bâtiment qui est le centre culturel va son image, comment il va être. Et pourquoi on voulait faire un tel choix et de choisir les grottes et de rester focaliser sur troglodytes et focaliser sur les Bouddhas. Alors, comment traduire une telle imagination, une telle idée, une inspiration, une œuvre architecturale? Alors tout d'abord, notre idée principale était d'avoir une vue continue sur les Bouddhas. Et c'est pour cela qu'on a privilégié de consacrer le premier plateau. Alors le premier plateau, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est ici, qui est en décalage de 10 mètres de hauteur. Alors, le premier plateau, on l'a consacré pour une esplanade où on expose les Bouddhas tout en créant une sorte de promenade avant d'accéder au centre culturel. Ce dernier, le centre culturel, il a été sculpté sur le deuxième plateau en s'inspirant au site tout en respectant le paysage. On s'est inspiré des interstices, la terre sèche, pour l'organisation intérieure des espaces selon leur fonction. Et ici,
Ici, on peut voir la circulation intérieure. Alors, l'entrée principale, c'est par ici. On a un accueil. Après, il y a le hall, un grand hall qui est centralisé et qui desserve aux autres espaces qui l'entourent. Alors, pour le hall, il y a des puits de lumière, ici. Alors, la lumière, c'est ici, il y a des puits de lumière. Et ici, il y a un jardin. Alors, ce jardin, on a intégré un espace vert au projet pour lui donner vie et d'avoir une vue paysagère à l'intérieur du centre culturel. Alors, voilà le plan. Alors, voilà, il y a un salon de thé, boutique, salle d'exposition, bibliothèque et salle de recherche. Alors, c'est ici, ils ont tous des ouvertures qui donnent directement sur les Bouddhas. Comme ça, on a une vue constante sur les Bouddhas, une vue qui est directionnée sur les Bouddhas. Et ici, il y a les salles de classe, il y a salle de musique et atelier. Alors ici, on avait un problème qui est la lumière, parce qu'ils sont à l'intérieur et au fond du projet. Et alors on a décidé de ramener la lumière et aussi une vue paysagère à travers un jardin. Et voilà. Ici c'est le plan d'étage. C'est le plan d'étage parce que les salles de classe ils ne peuvent pas être en double hauteur, alors on a profité de cette double hauteur et faire des salles de classe en rez-de-chaussée ou en étage. Alors je passe la parole à Nourlouta. Alors notre projet se trouve au centre de 3 composantes, l'histoire, la nature et l'architecture. L'histoire vient enrichir le projet, la nature, elle nous guide et nous, notre mission était de l'accompagner, et l'architecture bien évidemment parce que c'est ce qu'on conçoit. En effet, toute la particularité de ce projet était de ne pas trop intervenir sur le site, de laisser l'ampleur des montagnes s'imposer et chercher même à s'effacer devant cette scène grandiose, majestueuse de montagne. De l'extérieur, on reconnaît quand même depuis les 2 plateaux que c'est un espace occupé. Il y a l'aménagement paysager du premier plateau, non pas encore, et au niveau supérieur du 2e plateau, comme ici on le voit, on trouve des trous de dimensions différentes. Alors, on est d'accord qu'on part du système de grottes, notamment de troglodytes. Donc à l'intérieur, il fallait trouver une solution à la contrainte d'éclairage. Alors, notre espace est plutôt sombre, mais avec des puits de lumière ciblés qui éclairent les endroits qu'on veut, comme on voit ici sur les photos. Ici, c'est l'espace de lecture dans la bibliothèque, avec au fond une grande ouverture qui va donner sur la vallée et les montagnes de Bouddha. Ici, une vue de la cafette vers les montagnes.
espace de lecture. Et là, on retrouve les coupes. Alors, la lumière vient zénitalement depuis les trous dont on a parlé, ici, mais aussi latéralement à travers les grandes ouvertures qu'on a dans les espaces privilégiés qui donnent sur la vallée. Quand cette lumière vient pénétrer l'obscurité, elle crée une mixité, un dialogue et une complexité entre le clair-obscur. On se sent alors perdu au premier, même déboussolé, jusqu'à ce qu'on aperçoit la lumière. Dans le projet, on intègre une dimension paysagère qui se manifeste en un jardin qui se trouve ici et qui va éclairer et aérer les espaces autour, y compris les classes, dont Firdauss nous a parlé. Donc, voilà. En plus des difficultés qui sont liées directement à la réalisation du projet, on a rencontré plusieurs autres difficultés qui nous ont poussé pour aller à l'avant et fournir encore plus d'efforts. Donc à travers cette expérience, on a appris que le travail en groupe est indispensable pour un projet architectural. Et ça nous a permis de consolidariser les liens entre nous. Donc cette aventure n'était pas aussi facile pour nous malgré sa richesse en connaissances et acquis. Premièrement parce que nous sommes des étudiants de deuxième année, donc on n'a pas assez d'expérience en concours internationaux. Et deuxièmement parce qu'on était en pleine période d'examen, ce qui fait qu'on devait travailler en parallèle. Donc on a vécu en fait le vrai stress du métier d'architecte, à nos côtés le grand et généreux architecte M. Rachid Andalussi qui nous a guidés et aidés pour répondre au mieux à ce concours et qui nous a tendu ses bras ouverts lors de notre toute première rencontre. Donc merci infiniment pour votre investissement et votre générosité. On tient également à remercier notre chère directrice Madame Ina Binani qui nous a offert les conditions les plus favorables pour travailler et qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Donc merci pour votre présence et votre attention.